À 1 heure de route au nord de New York, une bande d'hommes armés violents prend d'assaut une petite ville paisible. Ils attaquent sauvagement et rapidement. Les agents apprendront que le chef du gang vit dans la clandestinité depuis plus de 20 ans. L'escouade antiterroriste du bureau du FBI à New York espère retrouver le fugitif avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Rockland County dans l'État de New York en 1981. Cette banlieue prospère, située à seulement 30 km au nord de la ville de New York, est devenue le sanctuaire d'anciens résidents de la métropole. La plupart d'entre eux ont quitté leur maison en ville pour aller vivre dans un endroit sécuritaire où y élever leurs enfants. Ils y ont trouvé davantage d'espace et un taux de criminalité nettement plus bas. Comme à Nanuet par exemple, avec son nouveau centre commercial qui attire beaucoup de monde. Le 20 octobre 1981 à 15h10, un fourgon blindé de la Brinks s'arrêta comme d'habitude pour collecter les recettes d'un détaillant. Un gardien resta assis dans le blindé pendant qu'un autre surveillait les portes. Un troisième employé revint avec l'argent liquide et les bordereaux de paiement. À 15h15, une bande d'hommes armés surgit d'une mini-fourgonnette rouge foncée. Un des gardiens reçut un projectile à la gorge, un autre au bras. Les voleurs tirèrent ensuite sur le conducteur. Il riposta, mais le feu de ses assaillants était trop puissant. L'un des employés réussit à réintégrer le fourgon par l'arrière pour se mettre à l'abri. Le chef de police Alan Colsey du service de police de Nyack était à 8 km de la scène quand on l'appela. D'autres policiers des villes voisines furent également alertés puisque Nanuet était trop petite pour disposer de son propre corps de police. C'était en octobre 1981. Une affaire comme celle-ci a causé tout un choc aux populations de Rockland, de Nyack et de Clarkstown. C'était une chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. La police de Clarkstown et les ambulanciers arrivèrent les premiers. On mit les employés sous assistance respiratoire en espérant qu'ils tiendraient le coup jusqu'à leur arrivée à l'hôpital. Peter Page, l'un des trois hommes, n'aurait pas cette chance. Une de ses artères était sérieusement endommagée suite à un coup de feu à l'épaule droite et au cou. Il mourut en route. Le conducteur, qui n'avait pas été touché, déclara que même si les assaillants portaient tous des masques, il croyait qu'ils étaient de race noire. Ils s'étaient enfuis à bord de leur mini-fourgonnette rouge. En examinant les relevés de dépôt, les policiers constatèrent que la somme de 1,6 million de dollars avait été volée. Le fourgon en contenait encore 1,3 million. Le chef Colsey recevait toutes les informations sur l'affaire pendant qu'il filait vers la scène du crime. La première information qu'on m'a transmise, c'était que les suspects avaient pris la fuite à bord d'une mini-fourgonnette rouge. Ils roulaient sur la route 59 en direction est. Cela devait les conduire à la voie d'accès de l'autoroute de l'État de New York qui mène directement à la métropole par le pont Tappan Zee. Quelques instants plus tard, une résidente près du centre commercial signala avoir aperçu des hommes armés et masqués dans un stationnement en train de transférer sacs et armes dans un petit camion de déménagement. La femme ajouta ensuite que les véhicules avaient pris la direction de l'Est.
Le détective Arthur Keenan et deux autres patrouilleurs roulaient sur la route 59 près de l'entrée de l'autoroute quand ils reçurent les dernières informations. Nous avons continué à rouler sur la route 59 près de l'autoroute de l'État et regarder autour pour voir si on ne pouvait pas apercevoir le véhicule des voleurs. Nous étions persuadés qu'il viendrait bientôt. Quand les patrouilleurs arrivèrent à l'intersection de la rue Mountain View et de l'autoroute 87, ils remarquèrent un camion de déménagement qui attendait de tourner à gauche pour entrer sur l'autoroute. Keenan ordonna immédiatement à l'une des unités de patrouille d'en bloquer l'accès. C'est alors que le détective Keenan reçut un appel à propos d'un autre camion de déménagement. Au même moment, nous avons appris par radio de la police de Ranchtown qu'un camion U-Haul roulait en direction sud sur la route 304 près de la frontière du New Jersey, c'est-à-dire à peu près à la même distance que nous du centre commercial de Nanuet. Même s'il ne savait pas si le camion sur la route 59 était bien celui des suspects, l'agent Edward O'Grady et le détective Keenan lui bloquèrent le passage. Les agents Brian Lennon et Waverly Chip Brown s'approchèrent du conducteur. On nous avait décrit les suspects comme étant de race noire. À l'intersection, nous avons remarqué que le conducteur et sa passagère avaient la peau blanche. La femme s'objecta à ce qu'un policier armé d'un fusil de chasse s'approche d'eux. L'agent O'Grady demanda à Lennon de rapporter l'arme à la voiture de patrouille. Il croyait avoir arrêté le mauvais camion. Pendant que Lennon mettait l'arme en lieu sûr, le détective inspecta l'arrière du camion. Bien qu'il ne semblât pas verrouillé, la portière arrière refusait de s'ouvrir. Il demanda au couple de lui montrer ce qui se trouvait à l'intérieur. Je ne comprenais pas pourquoi la porte ne s'ouvrait pas. Je voulais savoir ce qu'il y avait dans cette partie du camion. Tout à coup, j'ai entendu du bruit à l'intérieur. Je me suis retourné et j'ai vu les suspects sortir de l'arrière du camion en tirant des coups de feu. Les projectiles des revolvers des policiers se heurtaient aux gilets pare-balles des voleurs armés. Le sergent Lennon courut vers sa voiture pour y prendre son fusil. L'agent Brown fut touché au cou et à l'épaule et s'affaissa. Les gilets pare-balles des policiers n'étaient d'aucune utilité. Nous étions désavantagés et en plus, ils utilisaient des munitions de M16 qui traversent aisément les gilets pare-balles. Les hommes masqués s'approchèrent et l'un d'eux abattit l'agent Brown à bout portant. Après avoir été touché à la jambe, le détective Keenan courut se mettre à l'abri. Je me suis mis à l'abri, mais on a continué à me tirer dessus. Une balle a frappé l'arbre derrière lequel je me protégeais à la hauteur de ma poitrine. Le sergent Lennon avait retiré le cran de sûreté du fusil de chasse, mais on lui tirait dessus sans relâche. Les hommes armés foncèrent ensuite sur la voiture de police pour la déplacer et pouvoir prendre la fuite, mais sans succès. Deux autres voitures arrivèrent alors sur les lieux. Les suspects saisirent les sacs d'argent et les mirent dans les autos. Mais l'une des suspectes ne parvint jamais à atteindre la voiture. Un automobiliste s'était arrêté et avait agrippé la femme qui avait occupé le siège du passager dans le camion. Elle n'avait pas pu s'enfuir. Il vit la Oldsmobile blanche et la Honda brun clair quitter les lieux en vitesse. Les agents Keenan et Lennon s'empressèrent de porter secours à leurs collègues blessés. Quand les suspects ont pris la fuite, je me suis approché de Waverly Brown et d'Eddie O'Grady pour voir si je pouvais faire quelque chose pour eux. Malheureusement, mes compétences médicales n'étaient pas suffisantes. Toujours en route, le chef Alan Colsey estima qu'il y avait déjà assez d'effectifs sur la scène du crime et qu'il serait peut-être plus utile en tentant de retrouver les fugitifs. Je ne voulais pas interférer avec le personnel d'urgence qui se trouvait déjà sur place. De plus, l'accès en était complètement bloqué. Sachant que la route empruntée par les fugitifs les menait dans une seule direction, j'ai fait demi-tour à l'intersection de Mountain View et de la 59 et je suis revenu sur mon chemin.
Les suspects allaient fort probablement se diriger vers New York, où ils pourraient plus facilement se fondre dans le paysage. Éventuellement, ils croiseraient l'intersection de Mountain View. Ils auraient alors le choix d'aller vers l'est ou vers l'ouest. Au moins, je surveillais l'une de ces possibilités. Je me suis donc placé à cette intersection le plus vite possible. De fait, en m'y rendant, j'ai aperçu les deux véhicules des suspects rouler à haute vitesse vers l'est sur Christian Herald. Le chef prit les voitures en filature. Il communiqua sa position par radio et demanda des renforts. En me fiant à ce qui s'était passé jusque-là, il m'est apparu évident que ces individus étaient extrêmement dangereux et qu'ils n'avaient aucun respect pour la vie humaine. Ils n'hésiteraient pas à recourir à la violence extrême si quelqu'un entravait leur route. En attendant l'arrivée des autres policiers, il incombait à Colsey d'arrêter les deux voitures. Après les avoir suivis pendant quelques minutes, il remarqua que deux des passagers de la Honda avaient soudainement disparu de leur champ de vision. Peut-être étaient-ils en train de charger leurs armes. En arrivant au coin de la 6e rue et de Broadway, la Oldsmobile a tourné à droite en direction sud, soit vers le centre-ville, et la Honda brun clair a tenté de faire de même, mais elle a fait une embardée pour aboutir de l'autre côté de la route. Le chef se mit à l'abri derrière sa voiture. Il saisit son arme et continua à appeler des renforts en espérant que son message serait entendu malgré les nombreuses autres communications. J'ai ordonné aux suspects de sortir de leur voiture à maintes reprises. Pendant quelques secondes, il ne s'est rien produit. Puis, les portières se sont ouvertes et j'ai aperçu une femme mettre les pieds sur la chaussée tout en restant assise. Le chef ordonna à nouveau aux occupants de sortir du véhicule, les mains en l'air. La femme chercha à leur apprendre quelque chose en arrière. Peut-être s'agissait-il d'une arme. Un autre passager qui portait un gilet pare-balles se mit alors à marcher en direction du policier. Malgré mes ordres de ne pas bouger, l'un des suspects s'est mis à marcher dans ma direction. La femme essayait de saisir quelque chose et j'ai immédiatement pensé qu'elle cherchait son arme. Le chef de police ne faisait pas le poids et les suspects n'obéissaient pas à ses ordres. Il fit un dernier appel désespéré pour obtenir de l'aide. Le 20 octobre 1981, dans l'État de New York, le chef de police de Nyack avait arrêté l'une des deux voitures des voleurs d'un fourgon blindé qui avait tué 3 personnes et en avait blessé 2 autres. Pendant qu'il tentait d'obtenir des renforts, il vit l'une des suspectes tenter de saisir quelque chose derrière son siège. Un autre suspect marchait vers lui, vêtu d'un gilet pare-balles. Le policier était seul et les suspects ne lui obéissaient pas. Alors qu'il faisait un dernier appel désespéré, il vit enfin les renforts arriver. Les policiers prirent rapidement le contrôle des lieux et capturèrent un 3e suspect assis à l'arrière du véhicule. Il avait sans doute joué le rôle de gardien armé pour les 2 autres lors du vol. Mais maintenant, il était blessé et il avait laissé tomber son arme lorsque l'auto avait fait une embardée. On fouilla le véhicule. Dans le coffre se trouvaient des sacs contenant environ $1 million. Sous le siège avant, les policiers trouvèrent un pistolet de 9 mm chargé. C'était sans doute l'arme que la femme avait tenté de prendre. Les funérailles des policiers abattus le 20 octobre attirèrent des milliers de personnes. La population entière partageait avec le détective Arthur Keenan la tristesse d'avoir perdu ses collègues. La mort de mes 2 amis, Chipper Brown et Eddie O'Grady, a changé ma vie. Quand on vit dans une aussi petite ville et qu'on travaille dans un poste de police aussi modeste, on est invité au mariage de nos collègues, au baptême de leurs enfants. On organise des barbecues et des réunions de ce genre, comme s'il s'agissait d'une seule et même famille. La perte de ces 2 amis a donc été très difficile pour moi.
lose two of your good friends. Les 4 présumés meurtriers, dont la femme capturée lors du barrage routier, restèrent silencieux pendant la lecture de leur acte d'accusation au palais de justice de Nyack. Les policiers ignoraient combien d'autres voleurs étaient toujours en liberté. Toute cette série d'événements graves avait grandement pris le service de police de la région par surprise. Le fourgon blindé avait été volé par une vraie troupe d'assaut. Les policiers d'ici n'avaient jamais vu une telle force de frappe, ni un tel niveau d'organisation chez des criminels. Si les policiers de Nyack n'avaient guère l'habitude d'un tel degré de violence, ce n'était pas le cas du FBI et du service de police de New York. L'escouade spéciale antiterrorisme qu'ils avaient formée enquêtait déjà sur une série de vols de fourgons blindés un peu partout en région et exécutés de la même façon. Aujourd'hui retraité, l'agent spécial Lou Vesey était alors membre de l'escouade. Il avait la conviction que le vol de Nyack était relié aux autres vols. Les individus qui avaient organisé le coup de Nyack devaient être impliqués dans ces autres crimes car leur modus operandi était absolument identique. Les blancs étaient au volant des véhicules, les noirs exécutaient les vols. Les armes étaient les mêmes que celles utilisées lors des autres coups. Dans mon esprit, il n'y avait pas l'ombre d'un doute que certains des participants avaient joué un rôle dans les autres vols. Les suspects capturés furent mis en détention à la prison de Rockland County. Lorsqu'on leur demanda de s'identifier, ils donnèrent tous des faux noms, à l'exception d'une personne. Judy Clark, arrêtée dans la voiture qui avait servi à la fuite, n'était pas une inconnue pour les agents du FBI. Elle faisait partie du Weather Underground, qu'on pourrait traduire par météo clandestine, un groupe extrémiste impliqué dans de nombreux vols et explosions dans les années 60 et 70. Pour le vol du fourgon de la Brinks, elle serait condamnée à 75 ans d'emprisonnement. L'agent spécial Lou Vesey était devenu un expert de ce groupe d'extrémistes. J'ai immédiatement reconnu Judy Clark parce que nous avions déjà enquêté sur elle pour des actes de terrorisme. Il y avait aussi une autre femme dans le groupe qui me paraissait familière. L'agent Vesey croyait que l'autre femme arrêtée lors du barrage routier était Cathy Boudin, un autre membre du groupe extrémiste. Une vérification de ses empreintes digitales confirma son identité. Boudin plaida coupable et fut condamnée à 20 ans d'incarcération pour complicité. Elle avait leurré les policiers en étant passagère dans le camion de déménagement. Les policiers découvrirent que l'un des hommes était David Gilbert, le mari de Boudin, également membre du Weather Underground. Il fut quant à lui condamné à 75 ans de prison pour son rôle dans le crime. Sam Brown, qui avait été blessé dans la voiture brun clair, était un sympathisant de l'armée de libération des Noirs, un autre groupe de militants extrémistes. Tout comme Gilbert, Brown écopa de 75 ans d'emprisonnement. 4 membres du gang étaient derrière les barreaux. Grâce au témoignage des survivants, les policiers estimèrent le nombre de membres encore en liberté à 7. L'agent spécial Ken Maxwell se joignit alors à l'enquête pour aider à déterminer l'identité des fugitifs et à trouver leurs repères. Une piste était prometteuse. L'autre voiture qui avait servi à leur fuite avait été trouvée quelques kilomètres plus loin. Nous avons retrouvé l'Oldsmobile abandonné à Westchester County. À l'intérieur, il y avait beaucoup de sang, ce qui laissait croire que la personne qui l'avait laissé là avait été blessée lors de l'échange de coups de feu. Les agents vérifièrent auprès des hôpitaux si l'on avait admis des victimes de coups de feu. Mais ils ne trouvèrent rien. L'Oldsmobile était enregistré au nom d'une femme qui vivait dans un appartement sur Prospect Street à East Orange, au New Jersey. Peut-être les fugitifs armés s'étaient-ils cachés là. Les agents obtinrent un mandat de perquisition. L'appartement était vide et les hommes commencèrent à le fouiller minutieusement.
L'appartement d'East Orange au New Jersey était un vrai coffre à trésors. C'était leur lieu sûr, leur repère. À l'intérieur, les policiers du New Jersey et le FBI ont trouvé une impressionnante quantité d'informations relatives à d'autres repères, de véhicules qu'ils utilisaient, ainsi que des photos et d'autres pièces d'identité. Cela nous a permis de commencer à découvrir qui était impliqué. L'une des personnes clés était celle qui avait signé le bail de l'appartement. Elle s'appelait Marilyn Jean Buck. Elle était déjà connue des agents du FBI. C'était un membre actif de l'armée de libération des Noirs et la seule blanche du gang. Au cours de leur recherche, les agents découvrirent également un manuel de fabrication de bombes et les plans de 6 postes de police, de même qu'une liste de chefs d'entreprise et de personnalités politiques à abattre. Ils trouvèrent aussi de fausses pièces d'identité, des déguisements, un fusil de chasse, 2 pistolets de calibre 9 mm et des munitions. Un livre comptable rempli de notes écrites de la main de Marilyn Buck faisait état des activités illégales du groupe. On y avait consigné les dates, les dépenses pour les voitures louées, les armes, les munitions et les drogues vendues par le groupe. Pendant que les enquêteurs examinaient tous ces indices, ils se heurtèrent à un problème qui allait les hanter tout au long de cette enquête complexe. Déterminer la véritable identité de ces individus. De plus, les agents ignoraient toujours où ils se cachaient et quelle était leur motivation. Pour obtenir des réponses, le FBI devrait trouver des informateurs. Les agents se tournèrent alors vers Sam Brown, à la prison de Dottisville, le tireur arrêté après la poursuite en voiture. C'était un associé éloigné de l'armée de libération des Noirs. Brown accepta de coopérer en échange d'une peine d'emprisonnement réduite. Le nom le plus précieux fourni par Brown était celui de l'homme qui avait orchestré le vol à main armée. Mutulu Shakur, un terroriste reconnu. Il était le leader du mouvement de libération des Noirs et l'un des membres les plus hauts gradés d'un gang qui se faisait appeler la Famille. Ce gang formé d'environ 12 terroristes consistait en fait d'un regroupement de membres du groupe Weather Underground et de l'armée de libération des Noirs. Brown déclara aux agents que la famille s'était rencontrée à plusieurs occasions pour planifier le vol de Nyack. Mutulu Shakur avait assigné une fonction à chacun des membres du groupe. Edward Joseph et Donald Wims étaient tireurs lors de l'assaut du fourgon blindé. Le FBI savait que Wims était à la fois membre des Black Panthers et de l'armée de libération des Noirs. Il s'était évadé de prison en 1978. On en savait moins au sujet de Joseph. C'est un autre homme du nom de Chewy Ferguson qui avait utilisé le fusil d'assaut M16. Samuel Lee Smith utilisait quant à lui un fusil de chasse. Brown ignorait le nom des autres participants, mais il donna aux agents leur description physique. Les agents firent circuler ces descriptions, accompagnées des noms, incluant celui de Samuel Lee Smith au sein de la police. Dans Queens, les détectives affectés aux homicides étaient en route vers la dernière adresse connue de Smith. Une plaque d'immatriculation enregistrée à son nom avait été trouvée dans un repère. Un des policiers roulait dans la rue de Smith lorsqu'il croisa un automobiliste qui correspondait au signalement du suspect. Le détective demanda à ce qu'on envoie une équipe d'arrestation sur les lieux. Mais dès que le suspect aperçut le gyrophare, il prit la fuite. Les policiers le suivirent dans une ruelle. Put your hands out the window. Use your left hand to open the door. Step out of the vehicle. Step out of the car. You step out of the car. Get out of the car. Step out of the car. Keep your hands back. Pour la troisième fois en seulement 3 jours, un membre armé de la famille avait ouvert le feu sur des policiers en uniforme.
Samuel Lee Smith, le fugitif recherché pour son rôle dans la mort de 2 policiers par balle et celui du gardien d'un fourgon blindé, avait à nouveau ouvert le feu sur un policier de New York. L'attaque fut de courte durée. Un des policiers qui ripostait à son attaque le tua. Smith était le 5e membre d'un groupe de terroristes connus sous le nom de La Famille à être tué en pleine rue. 7 autres membres étaient toujours recherchés, de même que la somme de près de $1 million qui n'avait pas encore été retrouvée. Suite à un tuyau de Sam Brown, un des membres en détention, les policiers ratissèrent un quartier du Bronx à la recherche du suspect Donald Wims. Selon l'agent spécial Ken Maxwell, Brown en savait peu à son sujet. Brown nous a donné une description générale d'un quartier du Bronx où il avait rencontré un individu dont la description correspondait à celle de Wims. En procédant par élimination et après moult démarches, mon collègue et moi-même avons identifié le bâtiment où la rencontre avait vraisemblablement eu lieu. Les détectives ratissèrent le quartier en espérant trouver quelqu'un qui connaissait Wims et pourrait leur indiquer où il vivait. La chance leur sourit. Un de ses voisins leur donna son numéro d'appartement. Il croyait d'ailleurs que Wims était alors chez lui. Les détectives demandèrent des renforts. Comme toutes les autres confrontations avec ces terroristes avaient dégénéré en attaque armée, ils s'attendaient au pire. Quelques instants plus tard, ils entrèrent dans l'immeuble munis d'un mandat et accompagnés par une unité SWAT. Ils ignoraient si Wims était seul et s'il était armé. Au cours de cette attente, nous avons traversé des moments d'anxiété. Mais au bout du compte, il est sorti dans le couloir et il s'est rendu. Ensuite, nous avons trouvé chez lui plusieurs armes à feu, des masques à gaz, un gilet pare-balles et assez de munitions pour affronter une petite armée. Wims était le seul membre de la famille dans l'appartement. Il fit face à des accusations fédérales et fut trouvé coupable de vol et de meurtre au second degré. On le condamna à 75 ans de prison. Même si 6 membres de la famille étaient maintenant en détention, le chef du groupe, Mutulu Shakur, était toujours en liberté. À nouveau, l'informateur Sam Brown donna une piste aux agents. Il croyait qu'il trouverait Shakur à Harlem, à la clinique d'acupuncture qu'il avait fondée. De concert avec la police de New York, le FBI établit un réseau de surveillance de la clinique 24 heures par jour. Nous avons utilisé des agents et des détectives d'origine ethnique différentes pour qu'ils se fondent dans le paysage. Par expérience, et aussi compte tenu du niveau d'intelligence et de la versatilité de ce gang, nous savions que nous devions être particulièrement discrets lors de l'opération de surveillance. Les agents se tinrent à l'affût pendant plusieurs mois. Ils ne virent Shakur à aucun moment, mais remarquèrent que d'autres membres y venaient fréquemment. Ils espéraient que l'un d'eux finirait par les conduire à Shakur. Un soir, les agents suivirent un des hommes qui sortait de la clinique jusqu'au 85 Barrow à Greenwich Village. Ils apprirent alors que la maison était louée par Edward Joseph, l'un des suspects mentionnés par Sam Brown pour le vol et la fusillade de Nyack. C'était peut-être là que se cachait Shakur. Les agents ne s'étaient pas trompés. Les mois de travail assidu avaient porté fruit. Un juge fédéral leur donna l'autorisation de cacher des micros et de mettre la ligne téléphonique sous écoute. Mais Shakur et Joseph semblèrent se douter qu'ils étaient épiés par le FBI, car ils montaient le volume de la télévision dès qu'ils discutaient. Malgré tout, les agents purent recueillir des bouts de conversations incriminantes, notamment une discussion visant à tuer l'informateur Sam Brown.
Après plusieurs semaines, les agents avaient recueilli assez d'indices pour obtenir le mandat d'effectuer un raid au repère de Greenwich Village. Dans la soirée du 25 mars 1982, soit 6 mois après le vol et les meurtres de Nyack, les agents se préparèrent à l'assaut. Ils passeraient à l'action tôt le lendemain matin en espérant arrêter les fugitifs pendant leur sommeil. En attendant, les agents surveillaient la maison quand ils virent Shakur y entrer. À l'aube, 2 unités SWAT arrivèrent sur les lieux. L'une d'elles entra par la porte avant, pendant que l'autre couvrait la sortie de secours à l'arrière. On arrêta Chewie Ferguson et Edward Joseph, tous deux soupçonnés d'avoir participé au coup de Nyack. Mais leur chef, Mutulu Shakur, avait disparu. Il était discrètement sorti de l'immeuble au cours de la nuit, à l'insu des agents qui surveillaient les lieux. Ferguson et Joseph furent accusés d'avoir caché un fugitif, mais ils furent acquittés des accusations de meurtre qui pesaient contre eux suite à la fusillade de Nyack. Les 2 hommes écopèrent de 12 ans d'emprisonnement chacun. Le 23 juillet 1982, près d'1 an après le meurtre de 2 policiers et d'un gardien de la Brinks, le nom de Mutulu Shakur fut mis sur la liste du FBI des 10 hommes les plus recherchés aux États-Unis. Retrouver le chef du gang responsable de 3 meurtres commis de sang-froid était devenu la priorité de tous les bureaux du FBI des États-Unis. Au cours de l'été 1982, un agent de New York se rendit en Géorgie pour y interroger un membre de la famille arrêté pour un autre vol de banque. Tyrone Ryson accepta de collaborer en échange d'une peine moins sévère de l'État de la Géorgie. Bien qu'il affirmât n'avoir pas été présent lors du vol du blindé à Nyack, il avoua avoir participé à l'élaboration du plan de ce vol qui avait coûté la vie à 2 policiers et un gardien de la Brinks. Ryson fournit des informations de première importance à propos des membres de la famille. Non seulement Ryson était-il un membre de la famille, mais il était parmi les plus importants du gang. Il avait été impliqué dans tous les vols. Il connaissait tous les membres et leurs noms. Il savait également comment le gang opérait. Il a donc pu nous décrire son modus operandi, nous dire quelles armes il utilisait et qui faisait quoi. Ryson raconta à l'agent comment les membres du groupe s'y prenaient pour avoir autant de faux noms. Selon lui, la gérante d'un magasin de vêtements pour enfants à Manhattan jouait un rôle clé dans l'obtention de fausses pièces d'identité. Elle notait les informations sur les permis de conduire de ses clients qui payaient par chèque. Au début des années 80, il n'y avait aucune photo d'identité sur les permis de conduire de l'État de New York. Il n'y avait qu'à se rendre au bureau d'immatriculation des véhicules en déclarant qu'on avait perdu son permis pour en obtenir immédiatement un duplicata. Ryson parla également à l'agent Maxwell des motifs du groupe. Ils appelaient ces vols des expropriations. Pour eux, c'était presque des actes de guerre. Comme un des membres nous l'a déclaré avec éloquence, dans une guerre, il y a toujours des gens qui subissent des coups. À partir de là, on peut comprendre ce qui motivait les membres du gang. Les informations fournies par Ryson aidèrent les agents à mieux s'expliquer le fonctionnement du groupe. Mais à l'automne 1984, soit 3 ans après le vol du fourgon blindé, 3 fugitifs étaient toujours recherchés par le FBI. Il s'agissait de Mutulu Shakur, le chef du gang, et de ses complices, Marilyn Buck et Susan Rosenberg. Près de 3 ans après le meurtre de 2 policiers et d'un gardien de la Brinks, des agents du FBI étaient toujours à la poursuite du suspect qui avait orchestré toute l'opération, Mutulu Shakur. Le 29 novembre 1984, le poste de police de Cherry Hill au New Jersey reçut un appel du gérant d'un service d'entreposage.
une de ses clientes avait réglé la note avec une carte de crédit volée. Hello, this is Bob from Cherry Hill Storage. Les policiers arrivèrent au moment où elle s'apprêtait à partir. À l'intérieur de sa mini-fourgonnette, ils aperçurent ce qui ressemblait à des contenants d'explosifs. Ils lui demandèrent de leur montrer une pièce d'identité. La femme allait prendre son sac à main sous son siège quand les policiers prudents l'en empêchèrent. Ils lui demandèrent de garder ses mains en l'air. Dans le sac, il y avait une arme à feu. Ils procédèrent à son arrestation. Ils vérifièrent son identité. Il s'agissait de Susan Rosenberg, un des membres de la famille, recherché depuis le vol du fourgon de la Brinks. Les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition de la mini-fourgonnette. Dans les contenants, ils trouvèrent près de 300 kilos d'explosifs et 14 armes. La mini-fourgonnette était immatriculée au nom d'une certaine Louise Harmon. Les agents découvrirent toutefois que le nom et l'adresse de cette femme étaient faux. Les techniciens examinaient la mini-fourgonnette de Rosenberg quand ils remarquèrent l'autocollant d'un atelier de mécanique au Connecticut. Les agents localisèrent l'atelier de New Haven où l'on avait fait l'entretien du véhicule. Il fallait espérer que le propriétaire se souviendrait de la personne qui était venue le porter. Les agents lui montrèrent plusieurs photos des sympathisantes connues de la famille. Il identifia Marilyn Jean Bock, l'une des deux fugitives toujours recherchées depuis le vol du fourgon de la Brinks. Bock n'avait pas enregistré le véhicule sous son vrai nom, mais elle avait donné une adresse à Dobbs Ferry dans l'État de New York au moment où l'on avait fait la facture. Des agents remontèrent cette piste. Ils constatèrent que Bock se trouvait bel et bien à Dobbs Ferry et mirent sur pied une opération de surveillance. Pendant des mois, la suspecte leur échappa. Puis le 11 mai 1985, la police réussit enfin à la coincer près d'un restaurant et à l'arrêter. Bock nia formellement connaître Mutulu Shakur, ni avoir été impliqué dans le vol de la Brinks 4 ans plus tôt. Mais on ferait la preuve du contraire lors de son procès à la Cour fédérale. Elle fut condamnée à 50 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Maintenant, il ne restait plus qu'un seul suspect à trouver. Le terroriste Mutulu Shakur. Les agents fouillèrent un appartement de Baltimore loué par Bock pour y trouver une piste sur l'endroit où se terrait Shakur. Ils y découvrirent des appareils pour fabriquer de fausses pièces d'identité. Des perruques. Des plans pour faire exploser des bureaux du gouvernement fédéral et $10 000 en liquide. Les enquêteurs trouvèrent également des armes et des munitions partout dans l'appartement. Puis, sous une feuille de papier, ils tombèrent sur ce qu'ils espéraient trouver plus que tout. Un indice sur l'endroit où Mutulu Shakur se trouvait. Il s'agissait en fait d'un numéro de téléphone à Los Angeles. L'agent spécial David Mitchell menait les recherches pour trouver Shakur. Il commença par contacter le bureau du FBI de Los Angeles et demanda à des agents de remonter la piste pour lui. L'agent spécial Dana Ingalls du bureau de Los Angeles m'a fait savoir qu'il avait interrogé un individu et que ce dernier lui avait confirmé que Shakur vivait bien à Los Angeles. Mais nous étions confrontés à plusieurs problèmes. Shakur travaillait avec des individus très proches les uns des autres. Ils avaient établi tout un réseau d'aide. Les enquêteurs assignés à cette affaire avaient du mal à obtenir la collaboration d'informateurs. Heureusement, après quelques semaines de travail, on parvint enfin à convaincre un informateur de révéler ce qu'il savait. Ce dernier déclara ignorer où Shakur se cachait, mais il donna le nom d'un de ses amis proches, un certain Chapman.
Pendant environ 6 semaines, les agents surveillèrent Chapman et les autres relations de Shakur par voie terrestre et aérienne. Le dangereux suspect était cependant toujours introuvable. Pendant que les opérations de surveillance se poursuivaient, Mitchell et ses collègues tentaient d'identifier des constantes dans les allées et venues des relations de Shakur dans la ville. Puis le 11 février 1986, leur informateur les appela. Selon lui, Chapman devait rencontrer Shakur au cours de la soirée après avoir assisté à une partie de basketball. Les enquêteurs repérèrent sa voiture et attendirent qu'il sorte du stade. Par diverses tactiques, Chapman tenta de semer d'éventuels poursuivants. Il conduisait en tournant fréquemment aux intersections avant de reprendre sa route où il changeait de direction. Les policiers le suivaient toujours, même s'ils ignoraient si Chapman les avait repérés. Quand il atteignit finalement sa destination finale, l'équipe de Mitchell se gara à distance. Chapman rejoignit alors un homme qu'on croyait être Shakur. Des policiers en civil s'approchèrent des deux hommes en prenant soin de ne pas attirer leur attention. Mais dès que Shakur les aperçut, il se mit à courir. Les policiers le rattrapèrent dans une ruelle. L'arrestation de ce violent terroriste mit fin à 5 ans de recherche à l'échelle nationale. Quand on a arrêté Shakur, les policiers impliqués se sont aperçus qu'il était très fatigué. Il était tard le soir. On l'a conduit au bureau du FBI de Los Angeles, où avec l'agent Engel, j'ai essayé de l'interroger. Shakur n'a rien voulu nous dire au cours de cet interrogatoire. Finalement, on l'a renvoyé à New York pour faire face aux accusations qui pesaient contre lui. Shakur a subi son procès au printemps 1986. Il faisait face à des accusations relatives au vol du fourgon de la Brinks et à la fusillade. Il a été condamné à 60 ans d'incarcération sans possibilité de libération conditionnelle. Les policiers qui ont survécu à ce jour terrifiant à Nyack, dans l'État de New York, ont été soulagés d'apprendre que Shakur avait été traduit en justice. Mais le chef de police, Alan Colsey de Nyack, n'oubliera jamais les collègues qu'il a perdus. Eddie O'Grady et l'agent Chip Brown, comme nous l'avions surnommé, étaient des membres actifs de la communauté de Nyack. Ils avaient été à l'école ici. Ils avaient commencé à travailler pour la police avant moi. De fait, ce sont eux qui m'ont familiarisé avec les gens d'ici. Ils étaient très proches des citoyens. Ils étaient aussi très proches de beaucoup d'entre nous de la police. C'étaient des types bien et d'excellents policiers. Ils nous manqueront toujours. Pour honorer le souvenir de ces hommes, on a érigé un monument à Nyack. Leurs collègues ont trouvé un certain réconfort en constatant que leur mort a permis des changements et ainsi rendu la vie des policiers et de la population plus sécuritaire. Let it not be said that they died in vain, but rather that their ultimate sacrifice. Ils ne sont pas morts en vain. Leur sacrifice a permis l'identification d'un problème national. Je crois sincèrement que la mort tragique de ces personnes nous a permis de mettre à jour un réseau de terrorisme intérieur jusque-là inconnu. Il nous a aussi permis de sauver la vie de nombreuses autres personnes. And in essence, prevented the loss of life to others.